L'expression latine Theatrum Mundi, c'est-à-dire « le monde est un théâtre », est une métaphore très ancienne puisqu'elle trouve ses origines dans l'Antiquité. Reprise régulièrement à la fois par les philosophes et les écrivains, elle se déclinera sous le terme de comédie sociale, comédie humaine ou encore comédie mondaine. Dans un ensemble de 3 vidéos, nous allons d'abord revenir sur le sens exact de l'expression et ce qu'elle recouvre, puis nous détaillerons ses origines, sa reprise au cours des siècles avec les différentes nuances qui sont apportées selon les époques. Enfin, nous nous attacherons dans la dernière vidéo à comprendre son utilisation dans le contexte du classicisme. Theatrum Mundi se traduit en général par le théâtre du monde ou encore le monde est un théâtre. Il s'agit donc d'une métaphore que les auteurs vont pouvoir filer avec tout le champ lexical du théâtre. Le mot théâtre lui-même renvoie à l'idée de vision, tout comme le mot spectacle. Ainsi, même si au théâtre le spectateur écoute a priori autant qu'il voit, c'est bien la dimension visuelle qui est la plus importante dans ce théâtre du monde. Au théâtre, comme pour tout spectacle, il y a la scène, visible par les spectateurs, et toute la machinerie qui est sous la scène, derrière ou au-dessus. Cette machinerie permet les effets spéciaux, les levées de décor et tous les effets de lumière. La machinerie, c'est donc ce qui installe et permet le décor visuel. Cette dimension visuelle se place également par rapport à l'histoire fictive, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée dans l'espace dramatique à proprement parler, l'illusion théâtrale telle qu'elle est construite par ce dispositif scénique, scène, séparée donc de la salle. Donc au théâtre, on a un temps, on a un espace qui est défini comme l'espace de la fiction. Et bien entendu, lorsque le personnage, l'acteur, sort de la scène, lorsqu'il est donc hors scène, dans la coulisse en quelque sorte, eh bien le spectateur ne pense pas que le personnage meurt, il pense que l'histoire se poursuit en dehors même de la scène. Il y a donc dans ce que voit et ne voit pas le spectateur une continuité de la convention théâtrale, une continuité de l'illusion fictive. Enfin, dans le jeu même des acteurs, la dimension visuelle est importante, puisqu'il y a des aspects qui sont de l'ordre évidemment du verbal, c'est le texte lui-même, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre du non-verbal, la gestuelle, les objets utilisés sur scène, les déplacements et les silences eux-mêmes, les non-dits, sont souvent porteurs de sens. La dimension visuelle est donc absolument essentielle dans évidemment la compréhension de cette notion du Theatrum Mundi. L'expression Theatrum Mundi renvoie donc à l'idée d'une différence entre ce que dans la vraie vie on montre de soi devant les autres, la personnalité publique qu'on a construite, et cette idée de construction renvoie justement à l'idée d'une machinerie qui est cachée. Elle développe aussi l'opposition entre donc la vie publique sur scène, devant les autres, la vie sociale, et puis la vie privée, hors scène, chez soi, la vie intérieure, notre personnalité propre, notre moi, qui est parfois différent de ce qu'on montre aux autres. Et enfin, on va avoir, toujours dans cette dimension visuelle, l'idée même que le paraître, le rôle social qu'on incarne en société, est un rôle qu'on doit comprendre, qu'on doit analyser, puisque il s'agit de comprendre également le rôle social, le paraître des autres, et pas simplement le sien. La métaphore nous invite par conséquent à être des spectateurs attentifs dans la vie réelle, tout comme au théâtre bien entendu. Des spectateurs attentifs afin tout d'abord de reconnaître chez les personnes qui nous entourent ceux qui se sont construits des personnages, comme sont construits les personnages au théâtre. On va retrouver ainsi l'idée de masque social ou de déguisement, de costume. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'archétype social ou de type social, c'est-à-dire de modèles qui combinent des caractéristiques sociales et morales et qu'on peut retrouver à l'identique dans la vie réelle. Au théâtre, les personnages sont souvent construits comme l'incarnation de ces archétypes sociaux.
le spectateur les reconnaît. Voici par exemple l'héroïne, la jeune fille naïve. Voici le valet fourbe et rusé. On doit donc avoir, en tant que spectateur, et exactement de la même manière dans la vraie vie, la même acuité dans l'observation et dans la reconnaissance de ces archétypes sociaux. Au théâtre, le personnage est construit à partir de ses paroles, mais également à partir de ses actions. Mais il n'y a pas de narrateur, comme dans un roman, pour nous expliquer ses motivations. Il faut donc certains procédés qui vont être utilisés pour que le spectateur comprenne les intentions réelles du personnage, ses pensées. C'est par exemple le cas du monologue. Le personnage est seul sur scène et il vient s'expliquer à voix haute pour que le spectateur comprenne véritablement quelles étaient ses hésitations ou ses vraies motivations. Les apartés fonctionnent à peu près de la même manière, même si là, les pensées sont en vérité beaucoup plus courtes et parfois, en fait, les apartés se font alors qu'il y a d'autres personnages sur scène, alors que dans le monologue, le personnage est seul. Et puis, il y a également toute la dimension non verbale qui permet au spectateur de comprendre le personnage. Par exemple, si le personnage dit « je ne suis pas en colère » et qu'en même temps il va casser un stylo avec ses mains derrière le dos, eh bien le spectateur va comprendre que le personnage dit quelque chose et en réalité pense, est dans une situation émotionnelle différente. On voit donc que le spectateur, au théâtre, doit déchiffrer ce qui se dit, mais également ce qu'il se voit. Et il doit essayer de comprendre également ce qui n'est pas dit et ce qu'on lui cache. La métaphore du Theatrum Mundi va donc impliquer que, dans la vraie vie, nous pouvons être comme ces spectateurs de théâtre. Nous devons en quelque sorte nous asseoir, observer ce qui se passe autour de nous, reconnaître les types sociaux, et puis donc déchiffrer à travers les paroles, les actes, les costumes, la manière de dire. Nous sommes donc invités, de la même manière qu'un spectateur commente la pièce, eh bien, dans la vraie vie, nous sommes invités à commenter la vie réelle comme s'il s'agissait d'une intrigue de théâtre. On va donc, par exemple, parler d'un mélo, on va dire lui il vit un vrai mélodrame, ou encore on va dire ce qui m'est arrivé hier c'est d'une farce pas possible, tellement c'était drôle. On voit donc en fait que cette métaphore repose sur l'idée également que l'histoire est en quelque sorte un microcosme de la vie réelle. Le mot microcosme renvoie à l'idée d'un monde en miniature qui permettrait de comprendre le monde macro, le macrocosme, le monde en fait réel dans sa globalité. On voit donc à quel point la métaphore du théâtre du monde est féconde. Cependant, l'expression latine va se doubler au cours du temps par d'autres expressions qui vont reprendre exactement la même idée, mais qui vont faire changer de manière subtile le sens à travers les adjectifs. En effet, on va parler de comédie divine, de comédie humaine, de comédie sociale, de comédie mondaine. Et le mot comédie ici désigne le théâtre en général, et pas simplement évidemment les pièces comiques, exactement de la même manière que le mot comédien désigne tous les acteurs et pas simplement les acteurs de théâtre. Les changements vont donc se faire à partir des adjectifs et vont concerner en particulier la place du spectateur et la manière dont il regarde. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'expression de la comédie divine, ou plus exactement, là la place de l'adjectif est important, la divine comédie, puisque en fait la divine comédie renvoie directement à un ouvrage de Dante, auteur italien, qui va donc rédiger la divine comédie. Et cette expression de divine comédie va être ensuite utilisée pour désigner une certaine idée du Theatrum Mundi. Alors, même si l'expression date du Moyen-Âge avec Dante, eh bien en fait, ce dont on va parler ici avec le point de vue divin, eh bien c'est quelque chose qu'on va retrouver dès l'Antiquité avec Homère dans l'Iliade ou bien dans l'Odyssée. L'Iliade raconte un épisode de la guerre de Troie et détaille la manière dont les dieux de l'Olympe interviennent dans les disputes et dans la bataille entre les Troyens et les Grecs.
On trouve ainsi plusieurs scènes où les dieux regardent depuis l'Olympe, c'est-à-dire avec une vue surplombante sur ce qui se déroule en contrebas. Alors évidemment, quand au Moyen-Âge Dante invente le titre de son œuvre, la Divine Comédie, il n'y a plus des dieux, mais un dieu, le dieu chrétien, qui regarde depuis le ciel. Mais c'est la même idée. L'idée, c'est que, au final, il y a un point de vue dominant et vertical, et que ce point de vue dominant et vertical permet une vision globale qui synthétise à la fois la scène, visible depuis la salle, mais également les coulisses. Autrement dit, il ne s'agit plus pour le spectateur de déchiffrer, puisque tout l'envers du décor lui est déjà montré. Il s'agit plutôt pour lui de bien comprendre les enjeux qui sont ici représentés et de choisir en quelque sorte la vie qu'il veut jouer. Et on va retrouver exactement cette même idée de vue surplombante et donc de vision synthétique dans un roman du XVIIIe de Le Sage, où le diable montre au héros, en soulevant les toits des maisons, toutes les intrigues qui s'y déroulent. Et il va donc l'inviter à choisir le rôle qu'il veut jouer dans la vie. Avec la comédie humaine, eh bien, le changement d'adjectif va nous permettre de bien comprendre le changement de point de vue. Ici, on n'est plus dans la position de Dieu. On est à hauteur d'homme. On est dans une dimension horizontale. L'expression la comédie humaine est utilisée par Balzac au XIXe siècle pour désigner l'ensemble de son œuvre. L'ambition de Balzac, c'est de décrire tous les aspects de la société. Mais il n'y a pas de vision synthétique chez Balzac. Il ne synthétise pas son point de vue, il ne synthétise pas sa pensée de la société d'un seul coup d'œil. Au contraire, il va décrire à chaque fois ses personnages et donc les différents types sociaux en passant en quelque sorte les uns après les autres les types sociaux à l'intérieur d'un environnement, d'un milieu social donné. On n'a donc pas une vision globale, on a une vision successive avec un point de vue qui est un point de vue analytique puisqu'il analyse les uns après les autres les différents types sociaux. Autre changement important apporté par les adjectifs, les expressions comédie sociale, comédie mondaine. Le grand monde, ou tout simplement le monde, désigne les relations sociales dans les hautes classes. Sortir dans le grand monde désigne par exemple le fait de fréquenter des soirées ou des lieux qui sont huppés et luxueux, des mondes et des soirées qui sont réservées à des élites. La comédie mondaine désigne donc une volonté de déchiffrer, de comprendre ce milieu social en particulier, où les relations de pouvoir, de domination ont des impacts forts sur les comportements et la manière de on va dire même de se déplacer, de parler, etc. Le mot comédie sociale est donc plus ouvert que comédie mondaine, puisque dans la comédie sociale, ce sont toutes les couches sociales de la société qui vont être observées et commentées, y compris donc les basses couches sociales. La notion de Theatrum Mundi invite donc à une réflexion sur le monde dans son ensemble, comme pour la comédie sociale, ou en particulier chez les grands de ce monde, la comédie mondaine, le spectateur observe, est invité à reconnaître, à déchiffrer d'un seul coup d'œil, donc ça c'est la vision verticale et synthétique, ou bien par une vision analytique, mais ce qui importe, ça va être la réflexion qu'on va avoir sur son propre rôle et sur sa place dans ce monde.